Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Marchand, je suis solution architecte au sein d'AWS et j'accompagne depuis plusieurs années TF1 dans leur transformation. Et je vous présente Marc Béin qui va vous parler du déploiement de Mediagenix sur AWS. Je t'en prie Marc. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler du projet OneContent qui consistait à migrer nos traffic chains sur un logiciel du marché, à savoir Watson de Mediagenix. Et ça marche. Nos objectifs, c'était qu'on avait un ensemble de traffic chains on-prem qui nous permettait de gérer nos sidechains. Et donc, il fallait qu'on puisse les migrer dans un seul outil qui puisse nous permettre de programmer aussi bien sur nos chaînes linéaires que sur nos chaînes digitales, qui nous permettent de gérer un seul stock de médias, que ce soit beaucoup plus simple, et qui nous permettent surtout de pouvoir innover et de pouvoir suivre les évolutions des usages sur le marché du broadcast. Alors pourquoi Watson? D'abord parce que c'est un acteur qui est présent dans pas mal de groupes du broadcast, ce qui nous a permis de pouvoir échanger avec eux. C'est également un outil qui répond à l'ensemble de notre chaîne de valeur, donc à savoir la gestion des droits, les finances, la programmation, la gestion des médias, la diffusion et la post-diffusion. Donc on avait un peu un outil qui gère tout. Et c'était aussi une forte capacité à innover. Ils ont une équipe de dev qui est beaucoup plus grosse que la nôtre. Pourquoi AWS? Alors, je rejoins donc Sky. C'était que notre direction des technologies avait décidé de lancer du Cloud First. Donc, on devait intégrer nos projets directement dans le cloud. Et on avait également la volonté de devenir multi-cloud. À l'époque, on avait déjà une plateforme sur Azure et on souhaitait vraiment pouvoir se diversifier en termes de cloud pour ne pas être dépendant d'un seul acteur. Il y a d'autres raisons plus techniques. Mediagenix nous imposait d'avoir une base sous Oracle et nous avions la volonté pour pouvoir accélérer notre développement dans le cloud d'utiliser les services managés et seul AWS propose Oracle en service managé. Alors les challenges qu'on a rencontrés, le premier gros challenge, ça tient au fait qu'on avait notre stratégie multi-cloud, c'est qu'on ne voulait pas intégrer AWS juste pour déployer Watson, on voulait pouvoir intégrer d'autres applications et donc pour cela, vous devez créer une landing zone qui vous permet de pouvoir basculer sur du multi-account et de pouvoir héberger et accueillir de nouvelles applications en respectant les règles de la bonne construction d'une application dans le cloud. Règles qui sont dictées par les 6 piliers du Well Architected, qui du coup était un peu notre deuxième challenge. Donc c'est des piliers qui sont très importants et qui vous aident vraiment et qui vous guident sur comment je construis et comment j'implémente mon application dans le cloud. Donc avec la sécurisation, donc les services managés, c'est vraiment quelque chose qui vous aide à accélérer sur ces piliers. Donc on sécurise tout, on encrypte nos données par défaut et toutes nos communications, ce qui n'est pas forcément le cas sur du on-prem. La fiabilité, on peut faire de la haute dispo quasiment sur tout. Le suivi de la performance, on peut vraiment faire, on n'est pas sur des infras qui sont fixes. On peut vraiment tout adapter et faire de la haute couture sur les services qu'on utilise pour pouvoir être au plus proche de la performance dont on a besoin. Et le suivi de performance, c'est un des piliers du Well Architected. L'optimisation des coûts, on ne gère pas une architecture dans le cloud comme on la gère on-prem parce qu'on a beaucoup de services qu'on paye à l'utilisation. Donc, on a des fois des surprises, il faut vraiment mettre en place une supervision des coûts temps réel qui vous permet de voir si vous avez une lambda qui d'un seul coup a décidé de vous coûter 3 000 € par mois. L'excellence opérationnelle, c'est pareil, les outils qu'on avait pour pouvoir nous superviser on-prem n'étaient pas forcément adaptés pour le cloud et il y a vraiment eu une réflexion autour d'une réinvention de ces outils-là pour pouvoir suivre comme il faut nos architectures. Et le 6e pilier, c'est le développement durable qui vient d'arriver. Et j'ai envie de dire que sur ce pilier-là, si on a bien travaillé sur les 5 premiers, le 6e, normalement, ça marche tout seul. C'est un peu une sorte de validateur. Alors, comment on a répondu à ces challenges? La première réponse, c'est qu'on est vraiment accompagné par les équipes d'AWS. Nous, on a été accompagnés par notre solution architecte Guillaume Marchand,
solution architecte préféré, qui faisait vraiment un point hebdomadaire avec nous et qui nous accompagnait sur nos choix architecturaux, qui nous permettait d'accéder à des personnes des équipes AWS qui géraient directement les services. Et c'est vraiment un enabler qui vous permet d'accélérer sur votre construction. On a fait également appel à des ressources externes, parce qu'on a fait des choix un peu stratégiques en termes d'implémentation. On a choisi de faire de l'infrastructure as code. Et donc pour cela, on s'était équipé de DevOps externes qui nous permettaient de commencer là-dessus de façon beaucoup plus rapide. Et on a fait également appel à un architecte pour la landing zone, parce que c'est vraiment gros à mettre en place. Il y a beaucoup d'interactions avec le SI on-prem, donc c'était important d'avoir, pareil, un guide. On a utilisé prioritairement donc, les services managés pour aller plus vite. Et on a surtout changé nos outils. On les a adaptés, notamment de par le fait qu'on a choisi de faire de l'infra as code. Donc du coup, on a choisi Terraform comme solution. On a également fait du Ansible pour toute la partie configuration as code. Donc on a la couche infra et la couche système. Et pour la partie supervision, on a fait du Cloudels et du Datadog. Encore une fois, l'idée, c'était d'avoir une supervision qui soit cross-cloud, aussi bien sur Azure que sur AWS. Et du coup, le process agile, je pense qu'on ne peut pas aller dans le cloud si on n'est pas agile. Alors, donc ça, c'est l'implémentation de Watson. C'est un schéma un peu global de ce qu'on a fait. Du coup, le circuit de l'utilisateur, c'est qu'on s'appuie, nous, sur la solution upstream, parce que Amazon nous oblige... Watson, Mediaginix nous a vraiment demandé à ce que le client soit aussi proche de la base que possible. Donc nos utilisateurs à gauche ont un client upstream, on a un Direct Connect qui nous permet de nous connecter directement sur AWS, la fameuse landing zone qui permet à nos clients de choisir l'environnement sur lequel ils veulent se connecter, et ensuite ils sont routés vers le VPC qui porte le service upstream pour pouvoir ouvrir leur poste de travail virtuel. Donc Upstream, c'est une solution VDI qui vous virtualise des postes de travail. Et au sein de ce poste, ensuite, ils se connectent à la base de données Watson qui est portée par le service manager Amazon RDS. On a également de l'EC2, des machines virtuelles un peu en IaaS, classiques, parce que les services Watson, on n'a pas trop le choix. On ne peut pas les dockeriser, on ne peut pas les lambdaiser, c'est des services Windows. Par contre, on a pu innover, nous, sur la partie interface, en faisant du microconteneur qu'on a hébergé sur un cluster ECS pour pouvoir héberger toutes nos interfaces. Donc c'est un logiciel, on n'est pas libre de faire tout ce qu'on veut. Néanmoins, comme vous pouvez le voir, donc ça c'est une implémentation du service upstream. C'est un peu pour vous illustrer la difficulté qu'on peut avoir des fois à s'interfacer avec notre SI on-prem sur des trucs assez simples comme l'Active Directory. Donc c'est vraiment des points de vigilance à avoir où on se rend compte que l'utilisateur à gauche va se connecter d'abord sur le service SSO pour pouvoir s'authentifier via notre Active Directory. Puis ensuite, il va atterrir sur une plateforme qui lui permet de choisir l'environnement sur lequel ils veulent se connecter. Upstream va l'authentifier à travers un lien privilégié qu'il a avec notre Active Directory on-prem pour ensuite lui ouvrir une session sur son poste et lui permettre de se connecter sur Oracle. Voilà, il faut bien anticiper les contraintes du on-prem que vous embarquez néanmoins avec le cloud quand vous voulez faire un tout cohérent. Alors, est-ce que ça valait le coup? Oui, ça vaut carrément le coup parce que ça vous permet d'avoir une énorme flexibilité sur vos environnements. Au plus fort du projet, je pense qu'on avait 10 environnements en parallèle pour pouvoir gérer le projet et les mises en place de toutes les fonctionnalités à travers différentes équipes. Donc, nous, l'infra as code, c'est vraiment quelque chose qu'on a embrassé et c'est quand même AWS qui vous le permet. Ça vous permet de pouvoir créer votre application, de pouvoir la reconstruire et la détruire à volonté. Ça vous permet de pouvoir la cloner en très peu de temps. Ça demande de l'investissement au début, mais au final, cet investissement est rentable ensuite quand on vous demande du jour au lendemain de créer un nouvel environnement parce qu'il y a un besoin qui vient de popper côté projet.
et qu'il faut y répondre le plus rapidement possible. Donc c'est vraiment cette flexibilité-là qui est importante. Moi, je me rappellerai toujours d'un matin où on est venu me voir en me disant « Écoute Marc, il y a une formation qui commence, on a besoin d'avoir 30 postes virtuels dans un quart d'heure. » Ok, laissez l'autoscale faire son travail, dans un quart d'heure, vous les aurez. Mais voilà, c'est vraiment une très grande flexibilité qui est très appréciable quand on a des temps projets qui sont parfois un peu imprédictibles. Ça vous permet aussi d'avoir une infrastructure automatisée et sécurisée. Donc ça, c'est vraiment porté par les services managés. On a la sécu qui est embarquée. On a une cybersécurité qui est très allégée, puisque si on les a implémentés comme il faut, bah, on n'a pas à gérer les patchs, on n'a pas à gérer l'encryption, on n'a pas à gérer tout ça. On planifie et c'est tout. Enfin, on configure et ça fonctionne. Et nous, on a également, donc, on a fait un focus important sur l'aspect continuous deployment, parce que ça vous permet de pouvoir déployer et redéployer rapidement, surtout quand vous avez des modifications. Enfin, pour Watson, je pense qu'on a une quarantaine d'interfaces. On a 5 environnements. Je vous laisse imaginer les mises à jour qu'on a. On est passé d'un rythme mensuel à un rythme où on fait plusieurs déploiements par jour. Alors, qu'est-ce qu'on changerait si on le pouvait? La première chose, c'est qu'on scalerait mieux les équipes DevOps, parce qu'on a tendance à sous-estimer le travail à faire. On se dit que le cloud, c'est automatique et que ça va venir tout seul. Il y a vraiment une montée en compétences et un ensemble de travail à faire qui est assez important, donc ce n'est pas à sous-estimer. Mieux prendre en compte le temps de création de la landing zone. Donc c'est vrai que ça c'est lié à l'interaction avec le SI et au onboarding des équipes qui gèrent l'infra. Ça prend beaucoup de temps, il y a toute une réorganisation à faire et du coup c'est quelque chose qu'il faut vraiment anticiper. Et mieux cadrer la gouvernance infrastructure as code, on passe vraiment d'un monde où on fait du paramétrage, où on a des procédures pour gérer le paramétrage, à un monde où on fait du code. Ça nécessite une certaine organisation. Ce n'est pas le même monde, il faut l'anticiper et il faut changer ses méthodes de travail. Donc nos conseils, c'est nous, pour pouvoir porter cette transformation, on avait formé une team qui était vraiment constituée des postes clés, à savoir, et de personnes avec des capacités de choix, de décision. Donc on avait vraiment une personne de la sécurité, une personne du réseau, une personne de l'infra. On avait une pizza team, mais avec vraiment tous les postes clés au sein de l'entreprise pour qu'on soit capable de prendre des décisions très rapidement et pas de perdre du temps. Donc c'est vraiment un peu votre gouvernance cloud que vous devez mettre en place très rapidement pour pouvoir avancer. Des compétences des outils adaptés, pardon. Ça oui, il faut faire appel à des compétences. Il ne faut pas hésiter à faire appel à des compétences externes et pas hésiter à utiliser d'autres outils. Au début, nous, sur la supervision, par exemple, on utilisait CloudWatch. Sauf que quand on a souhaité avoir une supervision globale sur l'ensemble de nos accounts, c'était plus suffisant. Et du coup, c'est pour ça qu'on a adopté Datadog. IAC First, c'est vraiment quelque chose qu'on a choisi dès le départ pour éviter quand on fait des configurations dans la console, on crée de la dette technique en fait, alors que le code vous garantit la rejouabilité de votre infra. Donc c'est quelque chose qui est très important, et notamment si vous voulez faire un DR. Vous changez quelques paramètres, vous le poussez sur une autre région, et normalement ça marche. Construire avant d'optimiser. Ça c'est notre solution architecte, c'était un de ces conseils qu'on a retenu, qui est, faut d'abord construire nos Lego avant de chercher à les optimiser. Parce que y a la phase d'apprentissage, surtout quand on innove. Et prévoir le temps d'innover, il ne faut pas hésiter à... Alors nous, dans notre cas, on était un peu verrouillé par le fait qu'on intégrait un logiciel, mais on a créé d'autres applications ensuite autour de ce nouveau traffic chain qui, elles, sont carrément en cloud native. Donc on n'a vraiment plus d'infra. Et il ne faut vraiment pas hésiter à repenser nos architectures pour qu'elles soient vraiment pilotées par des événements
ce qui n'est pas forcément le cas sur du on-prem. Sur du on-prem, on va avoir un ordonnanceur qui lance des trucs, on va avoir de la planification, du scheduling. Que là, on peut vraiment créer des applications qui en fait vivent d'elles-mêmes de par les events qu'elles gèrent elles-mêmes. Mais c'est quelque chose qu'on doit vraiment penser dès le début. Voilà.